Sainte-Beuve, Madame de Pontivy. Non, il n'est pas vrai que l'amour n'ait qu'un temps plus ou moins limité à régner dans les cœurs, qu'après une saison d'éclat et d'ivresse, son déclin soit inévitable, que 5 années, comme on l'a dit, soit le terme le plus long assigné par la nature à la passion que rien n'entrave et qui meurt ensuite d'elle-même. Non, il n'est pas vrai que l'amour, en des cœurs complets, soit comme un je ne sais quoi qu'un rien fait naître et qu'un rien aussi fait évanouir, que cette passion la plus élevée et la plus belle soit comme un cristal précieux que tôt ou tard un accident détruit et qui d'un coup se brise à terre sans plus pouvoir se réparer. Cela, quelquefois, a lieu ainsi. Mais quand la pensée et l'âme y tiennent la place qui convient à ce nom d'amour, quand les souvenirs déjà anciens et en mille façons charmants se sont mêlés et pénétrés, quand les cœurs sont restés fidèles, un accident, une froideur momentanée ne sont pas irréparables. L'amour, comme tout ce qui tient à la pensée, ne saurait être à la merci d'un jeu du dehors, d'un tort sans intention. Il ne se brise pas comme le verre dont le cadre neuf a tout d'un coup joué sous un rayon ardent ou sous une pluie humide. Ces sortes d'images n'ont rien de commun avec lui. Ce n'est pas même un diamant qui peut être rayé, car lui, il est l'âme même. Il vit d'une vie invisible. Il se guérit par ses propres baumes, il se répare, il recommence, il n'a pas cessé. Il va jusqu'à la tombe et s'éternise au-delà. Voilà bien l'amour tel qu'il mérite d'être rappelé sans cesse, tel qu'on l'a vu en de tendres exemples. Plus d'un, eux des plus beaux sans doute, ont été cachés, car c'est le propre de l'amour le plus vrai, de chérir le mystère et de vouloir être enseveli. Dévolons-en pourtant, avec la pudeur qui sied, un modèle de plus, déjà bien ancien, et dont les monuments secrets nous sont venus dans un détail heureux où nous n'aurons qu'à choisir. On y verra, en une situation simple, toute l'ardeur et toute la subtilité de ce sentiment éternel. On y verra surtout la force de vie et de modalité qui convient à l'amour vrai, cette impuissance à mourir, cette faculté de renaître, et cette jeunesse de la passion recommençante, avec toutes ces fleurs, comme on nous le dit des rosiers de Paestum, qui portent en un an 2 moissons. Madame de Pontivy, d'abord mademoiselle d'Aulquier, orpheline, avait été appelée par une tante à Paris et placée, avec la faveur de madame de Maintenon, à la maison de Saint-Cyr. Au milieu de cette génération gracieuse, jaseuse, légère et peu passionnée, qui allait devenir l'élite des jeunes femmes du commencement de Louis XV, elle gardait sa sensibilité concentrée et dormante. Une sorte de fierté modeste ou de sauvagerie timide isolait son âme et permettait de la méconnaître. On l'eût crue indifférente de nature, quand seulement était indifférente au rien et qu'elle attendait. Elle ne vit point Racine et n'eut point ses leçons pour Esther. Il était mort qu'elle naissait à peine, mais les traditions du tendre instituteur s'étaient transmises. Elle vit jouer ses pièces sacrées, elle y eut son rôle peut-être. Elle dut néanmoins, pour réussir à ses jeux, comme si elle se réservait pour des affections sérieuses. Un voile couvrait sa voix, un voile couvrait son âme et ses yeux et toutes ses beautés, jusqu'à ce que vint l'heure. Sa vie devait être comme ces vallées presque closes, où le soleil ne paraît que lorsqu'il est déjà ardent, et sur les 11 heures du matin. Pour ses sentiments comme pour ses agréments, il y avait eu peu de signes, précurseurs et peu de nuances. On aurait pu dire d'elle, en changeant quelque chose au vers du poète, « Et la grâce est le même, attendit la beauté ».
Au sortir de Saint-Cyr, quand déjà la mort de Louis XV entraînait la chute des pouvoirs élevés par ce roi avec plus de complaisance, mademoiselle d'Aulquier, qui perdait l'appui de madame de Maintenon, fut demandée en mariage par un gentilhomme breton qui la rencontra à la terre de sa tante et en devint soudainement amoureux. Le peu de fortune qu'elle avait et l'envie de sa tante de se débarrasser d'une pupille de cet âge décidèrent à l'accorder. M. de Pontivy l'emmena aussitôt en Bretagne, dans un manoir des plus sombres. C'était le moment où des troubles commencèrent à éclater dans cette province, et l'on passa vite à la rébellion ouverte. Une correspondance avec l'Espagne envenimait la situation. La jeune fille de Saint-Cyr, tombée ainsi au milieu de ces gentilshommes révoltés, et de ce prochain de Bretagne moins joli et plus tumultueux que jamais, le prit sur un tout autre ton d'intérêt et d'émotion. On peut le croire que madame de Sévigné, en son temps, simple spectatrice pour son plaisir, du bout de son avenue des Rochers. M. de Pontivy se trouvait au nombre des plus ardents et des plus compromis. Madame de Pontivy croyait l'aimer, et elle l'aimait d'un premier amour peut-être, mais faible et de peu de profondeur. Elle ne soupçonnait pas alors qu'on pût sentir autrement. Plus tard, elle se rappela qu'un jour, un soir, 6 mois environ après le mariage, elle, qui était inquiète d'ordinaire et tout à la minute, quand son époux ne rentrait pas, avait laissé sonner l'heure à la petite et à la grosse horloge, sans faire attention et s'oubliant à quelque rêverie. C'est qu'à partir de ce jour-là, ce premier amour, comme un enfant qui ne devait pas vivre, était mort en elle. Mais elle ne se rendit compte de cela qu'ensuite, et alors elle était simplement et aveuglément dévouée, quoique souffrant de cette vie étrange. La révolte manqua, comme on eût pu s'y attendre. Un grand nombre de gentilshommes furent arrêtés. M. de Pontivy, avec d'autres, parvint à s'échapper par mer et se réfugia en Espagne. Madame de Pontivy arriva en hâte à Paris, réclamée par sa tante, qu'effrayait cette idée d'une parente compromise. Pour elle, elle ne songeait qu'à obtenir, à force de démarches, la grâce de son mari, ou du moins le maintien des biens en vue de sa fille. Car elle avait, de la première année de son mariage, une fille qu'elle chérissait avec une passion singulière, telle que M. de Pontivy n'en avait jamais excité en elle, et qui donnait à entrevoir la puissance de tendresse de cette âme encore confuse. Établie chez sa tante, elle se trouva dans le monde le plus différent de celui qu'elle venait de quitter, dans un monde pourtant à sa manière presque aussi belliqueux. On était au fort des intrigues molinistes et madame de Noyon, sa tante, liée avec les Tencin, les Rohan, tenait bannière levée pour ce parti. Mais, à travers toutes les sortes de discussions sur la bulle, et au plus vif de ses propres inquiétudes pour obtenir la grâce impossible de son mari, madame de Pontivy rencontra chez sa tante M. de Murcey. M. de Murcey était un caractère très à part, fort peu extérieur et tout nuancé, qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion d'apprécier sans doute, si, pour lui rendre service dans l'angoisse touchante où il la vit, il ne s'était approché d'elle avec plus d'entraînement qu'il n'avait coutume. Allié ou parent éloigné de madame de Maintenon, il était né protestant. On l'avait converti de bonne heure à la religion catholique. Fort jeune, il avait servi avec distinction dans la dernière guerre de Louis XIV, et il avait été honoré à Denain d'une magnifique apostrophe d'Auvillard. Mais une délicatesse très éveillée, très fine, lui eût défendu, même si ce règne avait duré, de se prévaloir de la faveur de sa parente et des avantages
qu'une conversion imposée à son enfance. Il rougissait à ce seul souvenir. Peu calviniste d'ailleurs, aussi bien que légèrement catholique, homme sensible, comme bientôt on allait dire, inclinant à la philosophie, mais dissimulant tout cela sous une discrétion habituelle. Le poli de ses dehors recouvrait à la fois un caractère ferme et un cœur tendre. Quoique l'expiration du règne de Louis XIV et de la dévotion régnante fût pour lui un énorme poids de moins, quoiqu'il se sentît avec joie délivré de cette condition de faveur à laquelle il aurait pu difficilement se soustraire, et dont l'idée le blessait, par une honte secrète, lui, converti enfant par astuce et intérêt, pourtant il ne voyait dans la régence qu'un débordement déplorable et la ruine de toutes les nobles mœurs. Sa pensée se reportait en arrière, et ce temps dont il n'aurait pas voulu la continuation, il le regrettait par une sorte de contradiction singulière et qui n'est pas si rare. En un mot, ses mœurs et ses rêves d'idéal étaient assez au rebours de ses autres opinions, et comme on aurait dit plus tard, de ses principes. Cette espèce d'opposition s'est depuis rencontrée souvent, mais jamais, je crois, dans une nature d'âme plus noblement composée et mieux conciliante en ses contrastes que celle de M. de Murset. Par sa condition dans le monde et ses avantages personnels, il avait d'ailleurs conservé assez d'accès et de crédit, un crédit toujours désintéressé. Lorsqu'il vit chez madame de Noyon cette jeune nièce, belle et naïve, redevenue ou restée un peu sauvage malgré l'éducation de Saint-Cyr, si entièrement occupée d'un mari qui l'avait mise en de cruels embarras, et apportant un dévouement vrai parmi tant d'agitations factices, il en fut touché d'abord et demanda à la tante la permission d'offrir madame de Pontivy, avec ses hommages, le peu de service dont il serait capable. Il fut agréé et se mit à solliciter pour elle dans une affaire de plus en plus désespérée, et à force de voir madame de Pontivy, de s'intéresser à ce mari en fuite, de chercher du moins à maintenir les liens, à force de visiter les gens du roi convoqués à l'Arsenal, et de rapporter son peu de succès à la cliente qu'il voulait servir, il l'aima, et ne put plus en douter un soir que son cœur, comme de lui-même, se trahit. Madame de Pontivy était plus charmante ce soir-là que de coutume. La mode des paniers qu'elle adoptait pour la première fois faisait ressortir la finesse d'une taille qui n'en avait pas besoin. Une langueur plus douce semblait attendrir sa figure. Soit que ce fût l'effet de la poudre légère répandue sur ses boucles de cheveux jusque-là si bruns, soit que ce fût déjà un peu d'amour. On venait de s'entretenir avec feu du désastre de système, et la perte que plus d'un interlocuteur y faisait avait animé le discours. On y avait mêlé, avec non moins de zèle, l'enregistrement de la bulle. L'affaire de madame de Pontivy, venant après sur le tapis, profita d'un reste de ce feu et de ce zèle. Chacun ouvrait un avis et essayait un conseil. Il faut dire encore que la figure de la situation de madame de Pontivy commençait à faire bruit, que ce dévouement si naturel chez elle et si simple allait lui composer, sans qu'il y songeât, une existence à la mode, et que madame de Noyon, d'abord indifférente ou contrariée, s'accommodait déjà mieux dans sa vanité de tante d'une nièce à réputation d'Alceste. On était donc à s'étendre assez complaisamment à l'article des sollicitations de madame de Pontivy, quand madame de Tencin, qui venait de la complimenter sur son redoublement de beauté,
ajouta tout d'un coup, comme saisi d'une inspiration lumineuse: Mais que ne voit-elle, monsieur le régent? C'est monsieur le régent qu'il faut voir. Un sourire rapide et équivoque passa sur quelques visages de femmes, mais presque toutes s'accordèrent à répéter: Ben oui, mais c'est monsieur le régent qu'il faut que vous voyiez. Madame de Noyon, que frappait une nouvelle perspective, entrait dans cet avis avec une facilité et une satisfaction qui ne semblaient empreinte d'aucune conséquence. Et madame de Pontivy elle-même, dans la franchise de son âme, ouvrit la bouche pour dire: Eh bien oui, je verrai s'il le faut, monsieur le régent. Quand monsieur de Murset, qui jusque-là avait gardé le silence, s'avançant brusquement vers madame de Pontivy, dont le bilboquet, oui, c'était alors la fureur, venait fort à propos de tomber à terre, lui dit assez bas, en lui remettant et en lui serrant la main avec sa signification: Gardez-vous-en bien. Madame de Pontivy, qui allait consentir, rougit subitement et, sans trop savoir pourquoi, répondit avec bonheur: Il serait peu convenable, j'imagine, de voir moi-même monsieur le régent. Et la vie de madame de Tencin, qui alla passer tous les voix, se retira et tomba de lui-même comme indifféremment. Mais à son geste, à son bond impétueux de cœur, M. de Mercer avait senti qu'il aimait. Madame de Pontivy avait senti aussi s'agiter en elle-même quelque chose d'inconnu. Et quand elle fut seule, et qu'elle en chercha le nom, et que celui d'amour vint à sa pensée, elle s'effraya et se jeta à genoux dans son oratoire en cachant sa face dans ses mains. Et le lendemain, dans la matinée, comme sans se rendre compte, elle embrassait plus fréquemment sa fille. L'enfant réveilla son effroi en lui disant: Mais pourquoi est-ce que vous m'aimez encore plus aujourd'hui? Elle se rassurait pourtant en pensant que toutes les démarches et toutes les conversations de ces derniers jours avaient eu pour but M. de Pontivy, son rappel ou du moins la conservation des biens et l'honneur de sa maison. Et il arrivait que cette pensée, commençant par M. de Pontivy, n'aboutissait bientôt qu'à sentir et admirer tout ce qu'elle avait de délicat à la conduite de M. de Merset, qui, l'aimant, oh, elle n'en pouvait douter, agissait si sincèrement pour le retour et dans l'intérêt d'un rival. Mais cette idée de rival était un trait qui la faisait de nouveau bondir en lui montrant présent le danger. Ce qui n'empêchait pas qu'à la prochaine visite, en ne voulant causer avec M. de Merset que des moyens de sauver et de ramener l'absent, elle oubliait insensiblement, tout à fait, pour jouir du charme de cette conversation si attentive et si tendre, si variée dans son prétexte unique et si doucement conduite. Elle luttait ainsi en vain contre une passion dont elle ne s'était pas soupçonnée capable, et qu'elle découvrait déjà formée en elle. Elle souffrait, et sa santé s'en altérait. Mais chaque jour, sous la langueur croissante, dans les traits un peu pâlis de sa beauté, redoublait la grâce. Le printemps venait de l'emmener dans une terre assez éloignée avec sa tante, lorsque M. de Merset, qui était resté à Paris jusqu'à la terminaison de l'affaire, arriva une après-midi de mai pour leur annoncer le résultat. Ces dames étaient au jardin et il les alla rejoindre sous les berceaux. Il ne fit qu'entrevoir et saluer en chemin madame de Noyon, qu'une visite au même moment rappelait au salon, et il se trouva seul en face de madame de Pontivy, qui ne l'attendait pas, assise ou plutôt couchée sur un banc au pied d'une statue de l'amour, qui semblait secouer sur elle son flambeau, et dans une effusion d'attitude à faire envie aux nymphes. Il la put voir quelques instants du fond de l'entrée avant qu'elle l'aperçût. Elle s'élança à sa voix et balbutia toute troublée:
J'arrive, lui dit-il. La grâce absolue a été bien loin rejetée. Le bannissement à vie, c'est à quoi il a fallu se rabattre. Voilà toute notre amnistie. Ah, à ce prix, les biens sont conservés. Le bannissement, dit-elle, et elle montra du doigt une lettre qu'elle venait de recevoir et qui était restée entr'ouverte sur le banc du berceau. M. de Murset, enhardi par ce signe, la prit et la lut, tandis qu'elle gardait le silence. Il y vit que M. de Pontivy, qui l'écrivait, y parlait, en cas de bannissement définitif, d'un projet de départ pour elle-même qui irait le rejoindre en Espagne. « Et quoi, partirez-vous » s'écria-t-il, et il l'interrogeait, bien moins qu'il ne l'implorait. « Oh, je le devrais, répondit-elle avec pleurs. Je le devrais pour lui, pour moi. Ma fille, il est vrai, est un lien, mais ma fille, pour elle aussi, je devrais partir. Et je ne puis, je ne puis. » Et elle cachait sa tête dans ses mains avec sanglots. Il s'approcha d'elle et mit un genou en terre. Elle ne le voyait pas. Il lui prit une main avec force et respect, et sans lever les yeux vers elle. « À toujours, lui dit-il. Partez, restez, mais vous avez ma vie. » Madame de Noyon, qui ne tarda pas à rentrer dans le cabinet de verdure, rompit leur trouble. Une vie nouvelle commença pour eux. La souffrance de madame de Pontivy se changea par degrés en une délicieuse rêverie, qui elle-même, à la fin, disparut dans une joie charmante. M. de Murset avait une terre voisine de celle de madame de Noyon. Ces dames l'y vinrent voir durant toute une semaine, et il put jouir à chaque pas, dans ses jardins et ses prairies, de l'ineffable partage d'un amant sensible qui fait les honneurs de l'hospitalité à ceux qu'il aime. Quant à elle seule, la seule idée d'avoir dormi sous le même toit que lui, sous le toit de son ami, était sa plus grande fête et l'attendrissait à pleurer. L'hiver à Paris multipliait les occasions naturelles de se voir chez madame de Noyon et ailleurs, et leur vie put donc s'établir sans rien choquer. Les assiduités de M. de Murset, même lorsqu'elles devinrent continuelles, changèrent peu de choses à la situation extérieure de madame de Pontivy. La plus prudente discrétion, il est vrai, ne cessait de régler leurs rapports. Et puis, le monde, ayant voulu d'abord absolument que madame de Pontivy fût une héroïne conjugale, tint bon dans son dire. Cela arrangeait apparemment madame de Pontivy, était à peu près la seule en genre, et le monde, qui a besoin de personnifier certains rôles, lui garda le bien sien dont aucune femme, il faut le dire, n'était bien jalouse. Ce fut donc comme une utilité convenue dans les propos du monde que ce rôle de dévouement assigné à madame de Pontivy. Et je ne répondrai pas que bien des femmes n'aient cru faire une épigramme piquante en disant d'elle et de ses rêveries, comme madame Dudéfend ne put s'empêcher un jour. Oh, quant à madame de Pontivy, on sait qu'elle n'a de pensée que pour son prochain absent. La passion, telle qu'elle peut éclater en une âme puissante, illuminait au-dedans les jours de madame de Pontivy. L'amour même, et l'amour seul. Le reste était comme anéanti à ses yeux, ou ne vivait que par là. Les ruses de la coquetterie et ses dépenses gracieusement irritantes, qui se prolongent souvent jusque dans l'amour vrai, demeurèrent absentes chez elle. L'âme seule lui suffisait, ou du moins lui semblait suffire. Mais quand l'ami lui témoigna sa souffrance, elle ne résista pas,
Elle donna tout à son désir, non parce qu'elle le partageait, mais parce qu'elle voulait que ce qu'elle aimait pleinement heureux. Puis, quand les gènes de leur vie redoublaient, ce qui avait lieu en certains mois d'hiver plus observés du monde, elle ne souffrait pas et ne se plaignait pas de ces gènes, pourvu qu'elle le vit. Elle était divinement heureuse quand elle avait pu, durant une absence de madame de Noyon, passer une journée avec lui entière, sous prétexte d'aller à la visitation de Chaillot, voir une amie d'enfance, et elle désirait alors avec passion jour et nuit semblables. Elle n'en était pas moins heureuse divinement quand elle avait vu une demi-heure de soirée au milieu d'une campagne qui empêchait toute confidence et du bonheur dû au seul regard et à la présence de la personne chérie la possédait tout entière, sans qu'elle crût manquer de rien. Il est des passions, poisons si violents, qu'une goutte tue aussi bien que le feraient toutes les doses. Son amour, en sens contraire, était pour elle un de ces généreux poisons. La violence du filtre rejetait les mesures. Elle vivait autant d'un quart d'heure de présence quasi muette qu'elle aurait vécu d'une éternité partagée. M. de Murset était aussi bien comblé, mais le bonheur dans chacun a ses teintes. Elles étaient pâlissantes chez lui. Il s'y mêlait vite une sorte de tristesse qui en augmentait peut-être le charme, mais qui en dérobait l'éclat. C'était l'aspect habituel de son amour. Il n'y manquait rien, mais une certaine ardeur désirable ne le couronnait pas. Cet esprit si fin, cette âme si tendre, qui avait eu tous ses avantages dans les préambules de la passion, se reposait volontiers maintenant et se perdait dans les flammes de son ami, comme l'étoile du matin dans une magnifique aurore. Madame de Pontivy remarquait par instants ce peu de rayonnement d'un cœur au fond si pénétré, et elle lui en faisait des plaintes tendres, qu'apaisaient bientôt de parfaites paroles, ou mieux des soupirs brûlants. Et puis son propre soleil, à elle, couvrait tout. Ils étaient donc heureux, sans que le monde les soupçonnât et les troublât. Pas de jalousie entre eux, nulle vanité. Elle, toute flamme, lui, toute certitude et quiétude. L'histoire des heureux est courte. Ainsi se passèrent les années. Il arriva pourtant que le désaccord de la situation et des caractères se fit sentir. Madame de Pontivy ne voyait que la passion. Pourvu que cette passion régnât et eût son jour, son heure, ou même seulement un mot à la dérober et un regard, les sacrifices, les absences et les contraintes ne lui coûtaient pas. Elle l'estimait de valeur unique qu'on ne pouvait assez payer. M. de Murset, qui pensait de même, souffrait pourtant à la longue de ces heures vides ou envahies par les petitesses. Esprit libre, éclairé, il avait fini par se révolter de cette fabrique d'intrigues molinistes dont la maison de madame de Noyon devenait le foyer de plus en plus animé. Il en avait ri autrefois, il s'en irritait désormais, car il lui fallait adorer madame de Pontivy dans ce cadre et l'en séparer sans cesse par la pensée. Son esprit si juste allait par moments jusqu'à l'exagération sur ce point, et quand il se la représentait, elle, sa chère idole, comme au milieu d'un arsenal et d'une fournaise théologique, et qui lui recommandait de ne pas s'y fausser les yeux, elle n'avait qu'un mot à dire pour lui montrer qu'il se grossissait un peu le fantôme, et qu'il oubliait les du-défend, les Caylus et les Parabère, sans compter lui-même, qui apportait parfois cette monotonie de bulles et de conciles un assez agréable rafraîchissement. Son monde à lui, en effet, selon ses goûts, aurait été plutôt celui dont elle citait là les noms, ou encore le monde de madame de Lambert ou de monsieur de Fontenelle.
Il penchait assez décidément pour les modernes. Et s'il avait fallu placer madame de Pontivy au milieu de quelques querelles, il aurait mieux aimé qu'elle fût dans celle-ci que dans l'autre. Une lettre encore de l'époux arrivait à de certains intervalles et ramenait, au sein de leur certitude habituelle, une crainte, un point noir à l'horizon, que madame de Pontivy écartait vite de sa passion, comme un soleil d'été repousse les brouillards, mais que lui, moins ardent, quoique aussi sensible, ne perdait jamais entièrement de vue. Par une délicatesse rare, autant il avait été question entre eux au début de cet époux, leur manière ordinaire, autant, depuis l'amour avoué, il n'en était jamais fait mention, qu'à l'extrémité, pour ainsi dire. M. de Murset, qui peut-être y pensait le plus constamment, évitait surtout d'en parler. C'était au plus par quelque allusion de lieu qu'il le désignait. Et je croirais en vérité que depuis la déclaration du berceau, il ne lui arriva jamais de nommer le mari de madame de Pontivy par son nom dans le tête-à-tête. Cette pensée ne laissait pourtant pas d'être une épine cachée. Madame de Pontivy, sans être exigeante, mais parce qu'elle était passionnée, trouvait nécessaire et simple que M. de Murset se retranchât quelquefois certaines paroles, certains jugements, certaines relations même, qui pouvaient aliéner de lui l'esprit de sa tante, plus absolu en vieillissant, et rendre leur commerce moins facile. Placée au centre d'une seule idée, elle ne voyait partout alentour que des moyens, et ne concevait pas qu'un goût de philosophie, judicieuse ou non, une opinion quelconque sur les oracles ou les miracles, ou encore sur le chapeau de l'abbé Dubois, pût venir jeter le moindre embarras dans la chose essentielle et sacrée. Il lui répliquait là-dessus avec toutes sortes de développements. Mon ami, la passion, croyez-le, est chez moi comme en vous, mais avec ces différences de nature qu'il faut bien accepter. Vous êtes mon soleil ardent, vous le savez. Je ne suis peut-être que l'astre qui s'éclaire de vous, qui s'éteint en vous et que vous ne revoyez briller que quand vous semblez disparaître. Mais, quoi qu'il en soit de moi en particulier, n'oubliez pas aussi que l'homme a des facultés diverses, et que l'amour le mieux régnant laisse encore à un amant réfléchi le loisir de regarder. Tâchons donc que ce soit du même point, que nous regardions même ce qui n'est pas nous. Et je ne parle pas seulement de ce qui intéresse l'honnêteté naturelle et la justice. Soyons d'accord en causant de tout, même des choses de bel esprit, afin de mieux appuyer l'exact rapport de nos âmes. Voyons avec quelle justesse les spectacles même indifférents à notre amour, pourvu que la préférence de notre amour ait tout son prix. Quand vous lisez Madame de Motteville ou Retz qui vous charme tant, et que nous en causons, il nous est doux de sentir notre amour tendrement animé sous cette concordance unie de notre jugement, comme il nous était doux l'autre jour en marchant de causer à travers la grande charmille. On se retrouve à de certaines ouvertures du feuillage. On se regarde un moment, on se touche la main, et l'on continue derrière le riant rideau. Il lui parlait souvent aussi, de cette façon, essayant d'orner et d'introduire une part de raison durable dans la passion toujours vive, et rien ne semblait plus manquer à leur vie embellie. Mais comme l'illusion d'une certaine perspective a besoin de se trouver même dans les choses de l'amour, lorsque son règne se prolonge, ces personnages, qui de loin, sur leurs lambris élégants et leurs berceaux, nous semblent réaliser un idéal de vie amoureuse, enviaient eux-mêmes d'autres cadres et d'autres groupes qui leur figuraient un voisinage plus heureux. Ils auraient voulu vivre près d'Anne d'Autriche avant la Fronde,
à la cour de madame Henriette durant ses voyages de Fontainebleau, ou aux dernières belles années de Louis XIV, dans les labyrinthes encore illuminés de Versailles, entre mesdames de Maintenon et de Montespan. Ils étaient bien d'accord à former ensemble ces vœux, sur lesquels ils reportaient variés sans cesse leur présent bonheur. Le roman était là, car le roman n'est jamais le jour que l'on vit, c'est le lendemain, dans la grande jeunesse. Et plus tard, c'est déjà la veille et le passé. Au raisonnement aimable de M. de Murset, Madame de Pontivy, charmée par instants et souriant en toute complaisance, répondait que c'était juste, mais au fond ne demeurait pas convaincue. Elle en revenait toujours à son idée que la passion est tout et le reste insignifiant ou très secondaire, ou bien elle accordait que les distinctions de M. de Murset étaient parfaites, qu'il y avait nécessité pour elle de se rendre plus raisonnable et un peu moins tendre, et qu'elle tâcherait l'un et l'autre, ce qu'il n'entendait pas du tout ainsi. Il résultait de là souvent de simples contradictions enjouées, parfois aussi des tiraillements réels et des froideurs, à la suite desquels, au milieu de leurs entraves, se ménageaient bientôt des raccommodements passionnés. L'entraînement, après ces désaccords, reprenant avec moins d'équilibre et de prudence, aurait pu leur devenir fatal. En ces instants de vrai délire, elle était capable de tout témoignage. La mort ou la ruine lui eussent peu coûté. Elle désirait mourir avec lui. Elle allait jusqu'à désirer un fils. Mais ce gage si dangereux lui était refusé. Une chute qu'elle avait faite il y avait peu d'années, sans lui laisser douleur ni trace, avait apporté quelque dérangement dans son être. Cet amour durait depuis des saisons et composait après tout un rare bonheur, dans une exacte fidélité, sans aucune des coquetteries du monde ni aucun échec du dehors. Il n'était troublé que de lui-même et par des torts légers. Un jour qu'ils étaient à une grande fête de Sceaux, quand la duchesse du Maine, dans les années qui suivirent sa prison, eut ouvert sa cour, la soirée avait été belle, la nuit étoilée repoussait de sa blancheur les flambeaux qui luttaient avec elle d'éclat, les promenades s'étaient prolongées tard dans les parterres, au bruit des orchestres voilés, et les couples fuyants et reparus, les clartés scintillantes dans le feuillage, les douces bizarreries des ombres sur les gazons, devenaient une magie complète où ne manquait pas le concert des deux amants. Monsieur de Murset, après les lents détours 20 fois recommencés, salua madame de Pontivy, comme pour retourner à Paris cette nuit même, ayant une affaire dès le matin. Il promettait d'être de retour à Sceaux au réveil des dames. Elle lui dit « Quoi, vous ne restez pas ?»« Oh, c'est impossible, répondit-il, j'ai promis. » Et il répéta qu'il serait de retour au lever même. Mais cette idée, après une nuit presque toute passée ensemble dans les bosquets, de coucher encore sous le même toit, même sans aucune autre facilité de tendresse, cette pure idée lui échappa. Il eut un tort. Le lendemain, au réveil, il était là, il avait dévoré le chemin. Mais l'impression n'était pas la même. « Oh, je n'ai pas été assis dans les premiers temps, lui dit-elle alors, en respirant tristement la rose et le réséda du matin qu'il lui offrait. Cela le fit souvenir du sentiment délicieux qu'elle avait eu en dormant chez lui à la campagne, sous son toit, dans ce premier printemps. « Oh, alors, je n'ai pas été ainsi, répétait-elle. Il comprit qu'il avait manqué. Il se confessa coupable de n'avoir pas saisi à l'instant cette même impression. Mais la passion de madame de Pontivy avait souffert,
et elle travaillait sur elle-même pour la diminuer, disait-elle, et la mettre à ce niveau de raisonnable tendresse. Allez, lui dit-elle encore, d'autres fois, là j'arrive, le cœur se flétrit, même dans le bonheur. Oh, j'aurai plus tant d'efforts à faire bientôt pour éteindre en moi ce dont votre juste affection se plaint, cette flamme imprudente où elle se brûle. Et il la rassurait, la conjurait de rester ainsi, et qu'il l'aimait pour telle, et qu'il s'estimerait éternellement malheureux comme objet d'une passion moindre. Elle le croyait un moment, mais le lendemain, elle revenait à la charge et disait « Hier, dans mon amour de 20 ans, je croyais qu'il n'y a rien d'impossible de la part d'un homme qui aime pour l'objet aimé. Ah, mon ami, c'était une illusion. Aujourd'hui j'ai vieilli, j'ai réfléchi, je me suis donné tort, et vous n'avez, mon ami, à recevoir aucun pardon, n'étant en rien coupable. » La combattant sur ce découragement qu'il sentait injuste, il obtenait de meilleurs aveux et négligeait ses petits souvenirs accumulés, les croyant dévorés chaque fois par la passion survenante. Il comptait de toute certitude sur elle, sur son amour toujours le même. Quand un automne arriva, Madame de Pontivy, emmenée par sa tante dans une campagne éloignée, dut ne pas voir durant tout ce temps M. de Murset, qui, un refroidissement d'ailleurs avec Madame de Noyon pour quelques sorties un peu vives contre l'esprit persécuteur, se confina de son côté dans une terre isolée, autre que celle où il avait reçu une fois son amie. C'est alors que, sans cause extérieure et en ce calme triste et doux, une révolution faillit arriver dans leur amour. Les lettres de Madame de Pontivy étaient plus rares, plus abattues. Tous les souvenirs attiédissants s'accumulaient en elle de préférence et lui devenaient son principal aliment. Une sorte de scrupule de convenance lui naissait aussi, comme prétexte qu'elle se donnait involontairement dans ses sentiments un peu froissés. L'idée d'eau sa fille encore au couvent, mais qui n'avait plus un très grand nombre d'années pour en sortir, l'idée aussi de son mari, alors en Amérique, et qui avait peu de chance sans doute, peut-être même assez peu de fantaisie de revenir en France, mais dont pourtant, depuis la mort du régent, on pouvait parler à monsieur le duc, ces flottantes pensées s'élevaient et grossissaient en elle comme des vapeurs dans le vide où elle se sentait. Elle n'y résistait pas et s'en laissait entourer, réservant seulement en son sein l'affection profonde. « C'est oh, mon ami, lui écrivait-elle, quelle femme riche d'amour et de flamme est morte en moi. Ah, ne croyez pas, mon bien cher ami, que je puisse ne plus vous aimer. Au fond et au-dessous, vous êtes toujours l'être nécessaire à mon existence. Mais votre Hermione n'est plus qu'une bien triste Aricie. Mon ami, j'ai bien souffert. » Et lui, sans douter d'elle, sans croire à la mort de l'amour, ne pouvait pourtant se dissimuler un changement essentiel. Il se disait qu'elle ne l'aimait plus autant, qu'elle ne l'aimait plus de la même manière, qu'aux autres absences des dernières années, que quelque chose était calmé en elle à son sujet. Et tout en se répétant cela dans l'avenue la plus enfoncée, la plus ténébreuse où il passait ses journées, il heurtait machinalement du pied chaque tronc d'arbre. Il aspirait le soupir du vent à travers les feuilles, à peine émues, et se surprenait à désirer de se perdre bientôt dans d'autres Élysées funèbres, sans plus garder de sentiments immortels ni de souvenirs. La crise était grave. Cet amour sans infidélité, sans soupçon, sans accident du dehors, se mourait en quelque sorte de lui-même et de sa propre langueur. Quant à M. de Murset, pourtant,
son sentiment un peu éclipsé durant le rayon enflammé de l'autre, recommençait à briller dans sa nuance la plus douce, et cette saison solitaire lui était un attendrissement inexprimable, dont les plaintes n'arrivaient qu'imparfaites dans ses lettres à madame de Pontivy. Tout pour lui donnait cours et sujet à l'unique pensée. Mais que ne le savait-elle? Que ne le suivait-elle dans les bois? Il était sorti un matin, selon son habitude. Les derniers jours avaient été ardents, et il regagnait son avenue voilée, quoique le ciel ce jour-là fût plus frais et comme formé d'un dais de petits nuages suspendus. Il remarquait pour la première fois que quelque arbre qui avait déjà jonché la terre de ses feuilles jaunies. « Bon, c'est pas l'automne, c'est un coup de soleil, disait-il. C'est ce pauvre arbuste des îles qui se dépouille avant l'heure. » Mais le soir, quand les nuages eurent fui et qu'il vit, vers les collines, sur un horizon transparent et froid, la lune naissante, il comprit que c'était l'automne venu cette année-là plus tôt, et il en tirait présage, se demandant et demandant à ce croissant, à ce ciel pâli, à la nuit, si c'était déjà aussi l'automne de l'amour. Il y avait des moments plus sombres et comme désespérés, quand le silence de madame de Pontivy, après une lettre tendre qu'il avait écrite, se prolongeait trop longtemps. Il errait aux endroits les plus déserts, ne sachant que se redire à lui-même ces mots « Laissez-moi, tout a fui ». Et pour continuer sa plainte et la tirer tout entière, il aurait fallu les pleurs d'Orphée. Ce qu'il écrivait de ses pensées rompues à madame de Pontivy ne recevait que réponses rares et bonnes, mais chaque fois plus découragées. L'automne s'achevant, il revint à Paris, et il attendait, pour se présenter chez madame de Noyon, qu'il avait quitté en froid un mot, un signe de madame de Pontivy, elle-même de retour. Mais rien. Il allait se hasarder à une démarche quand un soir, entrant chez madame de Ferriol, qui avait nombreuse compagnie, il y trouva madame de Noyon et sa nièce déjà arrivées. Sa vue avait porté du premier coup d'œil sur madame de Pontivy. Il contint mal son émotion. Elle était entourée de femmes assez proches de la cheminée dont la séparait un seul fauteuil occupé. Et elle semblait elle-même assez émue pour ne pas songer à se prêter à un entretien avec lui. Elle ne bougea point de sa place. Après plus d'une heure d'attente et de propos saccadés, frivoles, par où s'exhalait une irritation étouffée, après avoir essuyé quelques traits de madame de Noyon et avoir fait une espèce de paix suffisante pour le moment, M. de Murset, allant droit à madame de Pontivy, toujours entourée, lui dit assez haut pour que sa voisine du coin de la cheminée l'entendît, qu'il désirait l'entretenir quelques instants de ce qu'elle savait et qu'il lui en demandait la faveur avant qu'elle se retirât. « Oh, certainement, répondit madame de Pontivy. Et la voisine, qui voulut bien comprendre à demi, se leva après quelques minutes. M. de Murset, s'asseyant à la hâte près de celle dont il ne pouvait se croire désuni, commença, en des termes aussi passionnés que le permettait le lieu, et avec des regards que mouillaient, malgré lui, des larmes à grand-peine dévorées. Et quoi, lui disait-il, est-ce possible? Est-ce bien possible que ce soit là, en effet, la fin d'un amour comme le nôtre? Quoi, madame, le ralentissement, le soleil, silence, et puis rien, quoi. Si j'avais insisté, presque contre la convenance tout à l'heure, je manquais, après des mois, la première occasion de vous parler. Quoi, votre cœur n'a pas eu un cri à ma rencontre? J'ai eu des torts, des détails de froideur, de négligence, je le confesse, et j'en pleure. Mais que sont-ils?
Et combien me les suis-je reprochés? Combien de fois en ai-je souffert? Je les aurais rachetés, aussitôt échappés, mais le monde survenant me contraignait. Et ma foi en vous, d'ailleurs, répondait à tout. Je croyais à un feu perpétuel qui purifie, et je croyais tellement à un abîme sans fond où aucun de mes torts ne s'amassait. Oh, madame, ajouta-t-il, en élevant de temps en temps la voix sur ce mot, car il fallait aussi songer au monde alentour. Cette amitié, cette affection que vous m'offrez a toujours et avec fidélité, avec une fidélité à laquelle je crois, tout aussi tellement fermement que jamais au non. Je ne la méprise pas, je ne la rejette pas avec dédain, cette affection. Mais je ne puis m'en satisfaire. Elle me laisse vide et désert au prix des précédentes douceurs. Je ne veux pas être aimé ainsi, non. Et si les obstacles qui séparent notre existence cessaient, si celui d'Amérique mourait demain dans son exil, je ne voudrais pas, au taux de cette tendresse que vous m'offrez sans passion, je ne voudrais pas des douceurs d'un commerce et d'une union continue. Non, être aimé comme devant ou être malheureux toujours. Le souvenir de la passion perdue m'est plus beau qu'une tiède jouissance. Je partirai, j'irai en de lointains voyages. Je reviendrai dans cette vieille terre pleine de vous, où je vous ai reçu. Je ne vous reverrai jamais, mais je vivrai d'un passé détruit, et ma vie sera une désolation éternelle et fidèle. Et en parlant ainsi, il reprenait ses avantages près de ce cœur qui le revoyait s'animer comme au temps des premières charmes. Cette nature sensible, à côté de l'autre nature plus passionnée mais lassée, lui rendait en ce moment tous les rayons pleins de chaleur qu'il en avait longtemps reçus, et elle le regardait avec larmes. « Eh bien, c'est assez. Demain 11 heures à Chaillot, lui dit-elle. Et il se retira dans une angoisse et une attente voisines des plus jeunes serments. Le lendemain, à l'heure de midi, par un de ces ciels demi-riants dont on ne saurait dire la saison, ils marchaient ensemble dans les allées solitaires et vertes encore d'un vaste jardin non cultivé qui ne recevait qu'eux. M. de Murset, reprenant le discours de la veille, récapitulait leur amour et disait « Quoi, tout cela brisé en un jour, sans cause, pour un mot dit ou omis, çà et là, sans intention, pour un tort indéfinissable et on ne saurait marquer le moment. Quoi, l'amour brisé est comme un simple ressort, comme une porcelaine tombée des mains. Vous ne le croyez pas. Laissez-moi faire, oh mon ami. Oubliez, oubliez seulement. Promettez que rien n'est accompli. Supposez que rien n'est commencé. Redevenez Sylvie. Je veux reconquérir votre cœur, je l'espère. Je veux remonter en vous, pas à pas, les degrés de mon trône. Je le ferai, vous ne me reconnaîtrez plus. Ce sera un autre que vous croirez aimer, et ce n'est qu'à la fin, en comparant, que vous verrez que c'était bien le même. Laissez, je veux ressusciter en vous l'amour, cet enfant mort qui n'était qu'endormi. Elle écoutait avec charme et silence, et soulevant du doigt, pendant qu'il parlait, la dentelle noire qui la voilait à demi, elle ne perdait rien de ce qu'ajoutaient ses regards. « Oh, permettez-moi, disait-il en lui tenant la main avec le respect le plus tendre, dites que vous permettez de reprendre courage et de vous adresser mes timides espérances. Dites que vous tâcherez de m'aimer et que vous me permettrez de vouloir vous convaincre. » « Eh bien, je tâcherai, lui dit-elle avec une grâce attendrie. Et je vous permets, ce soir donc, chez ma tante. Et elle s'échappa là-dessus et courut à la petite porte qui donnait vers le couvent voisin,
le laissant assez étonné de sa brusque sortie, et comme si, dans ce début nouveau qu'il implorait, elle essayait déjà les ruses des premières rencontres. Elle n'eut pas à s'efforcer beaucoup, ni à raffiner les ruses. La flamme revint naturelle où l'ardeur n'avait pas cessé. Un peu plus d'attention, de volonté s'y mêla sans doute de part et d'autre, mais pour unir tout et sans rien refroidir, il reprit son assiduité chez madame de Loyon, et partout où madame de Pontivy alla durant cet hiver, il était le premier, en entrant, qu'elle y rencontra, le dernier, à la sortie, qui la quitta du regard. Il l'entourait d'un soin affectueux, d'une fraîcheur de désir et de jeunesse que son sentiment n'avait jamais connue, d'abord dans cette vivacité, mais qu'une fois averti, il puisait avec vérité dans sa profondeur. Elle recevait tout avec une grâce plus clairvoyante, avec un sourire plus pénétré, qu'elle-même n'en avait témoigné autrefois dans le temps de l'aveugle ardeur. Il y avait un léger échange de rôles entre eux. Ils s'étaient donné l'un à l'autre quelque chose d'eux-mêmes qui s'entrecroisait dans cette seconde moisson. Ou plutôt ils arrivaient à la fusion véritable et parfaite des âmes. Elle évitait pourtant de se prononcer encore. Au premier jour du printemps, ils allèrent à Sceaux pour une semaine. La petite cour s'y trouvait d'un brillant complet. Une après-dînée, la conversation tourna, comme il arrivait souvent, sur les questions de cœur, et on y agita les caractères et la durée de l'amour. De grandes autorités furent invoquées. On cita le grand Condé, alors duc d'Enghien, aux prises avec voiture, et mademoiselle de Scudéry. On cita monsieur le duc, son fils, à la maison de Gourville à Saint-Maur, tenant tête à mesdames de Coulanges et de Lafayette, en leurs grands jours de subtilité. Madame du Maine, en vrai Condé qu'elle était, possédait à merveille tous ses précédents. Mais lorsqu'on en vint à la durée de l'amour, même fidèle, madame du Deffand, de son esprit railleur, éclata, et dit que la plus longue éternité, quand l'éternité il y avait, en était de 5 ans. Et comme quelques-uns se récriaient sur ce lustre tracé au compas, M. de Malezieux, l'oracle, et qui avait connu la Bruyère, cita de lui ce mot: en amour, il n'y a guère d'autre raison de ne s'aimer plus que de s'être trop aimé. M. de Murset et Mme de Pontivy se regardèrent et rougirent. Ils se taisaient dans une même pensée, plus sérieuse que tous ces discours. On discuta à perte de vue, mais on en était généralement à adopter la pensée de la Bruyère dans le tour plus épigrammatique de Madame du Deffand, quand Madame du Maine, s'adressant à Mademoiselle de Launay, qui ne s'était pas mêlée au propos: « Et vous, Launay, que décidez-vous » dit-elle. Et celle-ci, de ce ton de gaieté pourtant sensible, où elle excellait: « En fait d'amour et de cœur, je ne sais qu'une maxime, répliqua-t-elle. Le contraire de ce qu'on en affirme est possible toujours. » À un quart d'heure de là, M. de Murset et Mme de Pontivy, qui avaient le besoin de se voir seuls, se rencontrèrent, par un instinct secret, en un endroit couvert du jardin. De subites flammes brillèrent dans leurs yeux, et ils tombèrent aux bras l'un de l'autre. Après le premier épanchement et le renouvellement confus des aveux, M. de Murset, promenant ses regards, fit remarquer à son ami que ce berceau, dans sa disposition, était tout pareil à celui où il s'était pour la première fois déclaré. Une statue de l'amour était ici également. Mais le dieu, sans doute pour les illuminations des nuits, élevait et croisait sur sa tête 2 flambeaux. « Voilà notre second amour, dit-il. Oh non, c'est pas l'automne encore. » Et ils eurent de la sorte plusieurs printemps.
et dans cette harmonie rétablie, il eût été de plus en plus malaisé de distinguer en eux les différences premières. Son ardeur à elle laissait les nuances. Ses lueurs à lui allaient à l'ardeur. L'ivresse entre eux régnait plus égale, plus éclaircie, bien que toujours de l'ivresse. Le mari, cependant, qui était aux Antilles, mourut. Mais il était tard déjà, et ils se trouvaient si heureux, si amoureux du passé, qu'ils craignirent de rien déranger à une situation accomplie, d'où disparaissait même la crainte lointaine. Sa fille, d'ailleurs, avait grandi, et c'était elle plutôt qu'il fallait songer à marier. On la maria, en effet, mais bientôt elle mourut à son premier enfant. Ce fut une grande douleur, et leur lien encore, s'il était possible, se resserra. Et il s'avançait ainsi dans les années qu'on peut appeler crépusculaires, et où un voile doit couvrir toute chose en cette vie, même les sentiments devenus chaque jour plus profonds et plus sacrés. 15 mars 1837